Bonjour à tous. Vous m'entendez ou pas? Super. Donc on est ravis de vous présenter Nefture, une start-up en cybersécurité dans le Web3. Nefture, aujourd'hui on ne va pas vous parler de spéculation, on va pas vous parler de la hype des NFT, mais on va vraiment vous parler d'une opportunité de marché qu'on a identifiée et d'une technologie qu'on a développée pendant plus d'1 an avec nos clients. Donc pour nous présenter un peu mieux, Wafa Kershi, on est 3 fondateurs, dont Wafa Kershi, qui est consultante en intelligence économique et cybersécurité. Baptiste, qui n'est pas ici présent, mais qui est développeur blockchain et qui a d'ailleurs inventé une nouvelle norme de smart contract. Et moi-même, Selim, ingénieur en finance de formation et ayant fait de la recherche en détection de fraude. Donc on a créé Nefture il y a maintenant 1 an et demi. Et en 1 an et demi, on a accompagné plus d'une vingtaine de projets en développement blockchain et en prestation de sécurité. On a réalisé plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. On a aussi bâti une communauté de plus de 50 000 personnes et on a inventé une nouvelle technologie. En fait, parmi tous ces projets qu'on a accompagnés, on a vu qu'il y avait une problématique, c'était la sécurité. Et dans un écosystème totalement décentralisé comme la blockchain, l'aspect de la sécurité est totalement différent des secteurs traditionnels que l'on connaît tous, comme le secteur bancaire par exemple. Bonjour à tous, j'ai une petite question pour vous. Aujourd'hui, que se passe-t-il lorsque vous faites pirater votre carte bancaire? Alors bon, drôle de question à poser lors d'une conférence cyber, mais c'est ce qu'on utilise généralement pour faire le parallèle avec la blockchain. Donc quand vous faites pirater votre carte bancaire, votre premier réflexe c'est d'appeler votre banque. Donc là, vous avez votre conseiller qui vous conseille, qui vous rassure, qui vous permet de faire opposition sur votre carte, qui vous accompagne et qui vous permet même de récupérer une partie des fonds perdus. Donc vous avez ce tiers de confiance qui partage votre responsabilité. Et ça, aujourd'hui, sur la blockchain, ça n'existe pas ou presque. Sur la blockchain, les utilisateurs, ils sont laissés en autonomie totale, livrés à eux-mêmes, avec l'entière responsabilité de leurs fonds entre leurs mains. Et ça les rend extrêmement vulnérables. Cette vulnérabilité, elle a un chiffre. En 2021, c'était près de 7 milliards de dollars de perdus à cause d'arnaques, et ce chiffre devrait atteindre près de 30 milliards en 2025. Donc, derrière cette problématique, au final, les raisons sont plutôt simples. Aujourd'hui, on a un manque de compréhension de la technologie qui est amplifié par une expérience utilisateur des outils existants qui n'est pas du tout adaptée au grand public. Ça, on peut l'expliquer par une immaturité du marché, parce qu'au final, la blockchain, c'est une technologie jeune qui n'était pas prête à accepter et à accueillir autant d'utilisateurs que ces dernières années. Donc la question qu'on s'est posée, et que vous vous posez sûrement, c'est comment en l'état, avec tous ces problèmes de sécurité, allons-nous accueillir sereinement les millions d'utilisateurs prévus pour demain? Eh bien la réponse, c'est Nefture. On a créé le filet de sécurité du Web3. Concrètement, c'est une extension qui est sur les wallets. Donc, lorsque vous voulez passer une transaction sur la blockchain, vous avez besoin d'un wallet. Donc, nous, on a créé une extension de wallet qui permet de sécuriser les transactions. C'est comme un pare-feu ou comme un proxy. Donc, aujourd'hui, cette extension-là, elle est associée à un réseau sécurisé qu'on a développé. Donc, l'extension, en fait, c'est simplement l'interface utilisateur du réseau qu'on a développé. Et donc, lorsque l'utilisateur veut être protégé, il a simplement à installer sur son wallet notre réseau sécurisé, donc l'extension. Et nous, ça nous permet de le protéger contre des risques cyber, contre des fraudes, contre des attaques de phishing ou même des erreurs humaines. Donc, comment on le fait? On le fait en 2 étapes. La première, c'est la détection. Donc, on a développé des algorithmes de machine learning qui permettent d'identifier les transactions frauduleuses en leur attribuant un risque score. Une fois que la transaction une fois qu'en fait on a identifié la transaction comme frauduleuse, on va la bloquer et ensuite on va vulgariser la transaction à l'utilisateur. Le but, c'est vraiment que tout le monde sache exactement ce qu'il est en train de faire sur la blockchain et à la fin, l'utilisateur a simplement à approuver ou à rejeter la transaction. Ensuite, il a un dashboard, comme vous pouvez le voir, où il peut voir toutes ces transactions en fait. Donc notre but, c'est vraiment de proposer une seconde chance sur la blockchain à tous les utilisateurs. Le fonctionnement est très simple. En un clic seulement, l'utilisateur a installé notre extension sur son wallet et dès qu'on a en fait
identifié une transaction comme frauduleuse, suspicieuse, on va la bloquer. L'utilisateur reçoit une notification et là, on vulgarise, on explique et il a simplement à approuver ou à rejeter. Pour nous, c'est essentiel que cette technologie soit accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'au niveau de notre business model, on est sur un modèle freemium, donc une version gratuite B2C, et dans la limite de 20 transactions par mois. Donc c'est quand même conséquent pour un utilisateur lambda. Et au-delà de 20 transactions par mois, on a une offre pro pour les utilisateurs les plus aguerris. Ensuite, on a une version B2B, donc on va s'adresser là cette fois-ci aux entreprises, aux tech providers, aux wallet providers, mais aussi aux entreprises qui utilisent des cryptos pour les rendre compliant en mettant à disposition notre API. Et comme l'a dit Selim, notre but, c'est vraiment de toucher le maximum d'utilisateurs. Et ce nombre d'utilisateurs sur la blockchain, il va clairement pas cesser d'augmenter. En 2022, on avait 220 millions d'utilisateurs, et ce chiffre, il devrait atteindre près de 1 milliard en 2030. Donc c'est un marché en hyper-croissance, c'est un marché dynamique, et c'est aussi un marché compétitif. Cette compétition, on l'a segmentée en deux. Donc on a les concurrents indirects, qui sont les wallet providers. Aujourd'hui, plus que de la compétition, on offre une solution complémentaire à ces wallets, car nous sommes compatibles avec près de 90% des wallets sur le marché. À côté, on a les concurrents directs. Aujourd'hui, ce sont des pare-feux qui ont des fonctionnalités similaires à la nôtre, à une différence. C'est que ces pare-feux, ce sont des extensions Chrome qui simulent les transactions. Donc c'est 2 points de vulnérabilité qui sont exploitables, alors que nous avons réussi, grâce à notre réseau sécurisé, à développer cette technologie qui intervient après la signature de la transaction et qui permet de garantir à l'utilisateur une sécurité quasi totale. Donc c'est un marché, la particularité aussi avec ces compétiteurs, c'est que ceux que vous voyez à l'écran, les 5, ils sont tous lancés il y a moins de 3 mois. Donc c'est un marché très jeune, c'est un marché porteur, et ça veut aussi dire qu'il faut aller très vite. Donc, on a lancé notre alpha il y a 3 semaines. Aujourd'hui, on teste notre produit vraiment avec notre communauté. Donc on a une communauté de bêta-testeurs. Et on va lancer notre version grand public courant décembre. Aujourd'hui, jusqu'ici, en fait, on réalise des prestations de services à la fois en développement blockchain, mais aussi en sécurité. Et ça nous permet, en fait, de financer le développement de notre produit. Mais aujourd'hui, on a vraiment envie de foncer sur le produit, de se focaliser à 100% dessus, de pas manquer d'opportunités de marché. Donc, on compte entamer une levée de fonds début 2023 dans le but d'accélérer. Merci à tous. Si vous êtes intéressés par les sujets de blockchain Web3, n'hésitez pas à nous contacter. Également, demain, j'en profite, on organise une conférence à Paris à la Station F autour des sujets de sécurité dans Web3. On parlera des enjeux également autour de la centralisation des exchanges, si ça intéresse, si ça parle à quelques personnes. Et je pense que ce sera un bon complément à notre présentation. Merci à tous. Bonjour, merci pour la présentation. Une question sur le business model. Oui. Vous rémunérez comment? Enfin, vous imaginez vous rémunérer comment au-delà du service que vous faites déjà dès à présent, je crois? Oui, totalement. Donc, on a une offre gratuite et une offre payante. Donc, on a 2 modèles. Un modèle B2C qui est vraiment à destination des utilisateurs les plus aguerris, et un modèle B2B où là, vraiment, c'est par exemple un wallet qui veut avoir plus de marge de manœuvre sur la détection de ses transactions. Donc on lui offre notre API. Et donc il pourra plus facilement détecter si une transaction est frauduleuse et pouvoir agir aussi en conséquence. Et la raison derrière aussi la version pro, c'est qu'aujourd'hui, un utilisateur basique de la blockchain, il fait quand même moins de 20 transactions par mois aujourd'hui, alors qu'on a des utilisateurs du coup, des applications de finance décentralisées et de GameFi, donc autour des jeux vidéo, qui font énormément de transactions chaque jour. Donc on a vraiment voulu que l'outil soit accessible à tous, mais avoir une version pro qui permet vraiment de couvrir l'ensemble des transactions qui peuvent s'accumuler et être autour de milliers de transactions par mois. C'est pour ça qu'on a cette version pro, parce que du coup, c'est un peu une réponse aux problématiques des utilisateurs de DeFi et de GameFi. Donc, voilà.
Bonjour, moi je passerai vous voir parce qu'en fait j'ai plein de questions techniques, mais je vais en poser une là sur le cas d'usage que vous traitez. Vous avez abordé là dans les pertes financières effectivement le hacking en fait de blockchain qui est un des sujets clés. Il y a aussi un deuxième sujet que vous avez aussi abordé qui est les erreurs de manipulation, parce que comme vous l'avez très justement dit, c'est compliqué. Pour un novice, c'est compliqué à utiliser. Et comment votre produit, j'ai pas compris comment votre produit en fait répondait à ce deuxième cas d'usage qui est les erreurs de manipulation. Totalement. Comme tu veux. En fait, on a une plateforme associée, comme on l'avait montré, et donc on va à la fois détecter les transactions frauduleuses via des algorithmes, mais aussi via des règles simples. Et une règle simple, c'est par exemple, on envoie des fonds à une adresse. Donc une adresse, une clé publique, c'est pour tout le monde, c'est en fait une suite de chiffres et de lettres très très longue, donc anonyme, et personne ne peut savoir qui se cache derrière. Et donc il y a énormément de personnes qui envoient des fonds à des adresses sans le vouloir. Et donc nous, on a par exemple une feature qui a un address book où justement on va systématiquement bloquer toutes les transactions si l'adresse n'est pas renseignée. Justement, si l'adresse n'est pas renseignée à une personne en particulier ou à une note ou à une organisation. Donc généralement, partons du principe qu'on a un utilisateur avec une dizaine de... ok, peut-être pas une dizaine de wallets, Spotify. Avec 2-3 wallets, il veut faire des transactions, il n'a pas rentré les informations sur l'adresse book des utilisateurs. Donc à chaque fois, là, il y a des niveaux, on va dire, de niveaux de sécurité qui sont différents en fonction des utilisateurs aussi. Ils peuvent sélectionner s'ils veulent être ultra sécurisés. Du coup, vraiment, on les prévient à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous paraît suspicieux ou pas. Et partons du principe que là, j'envoie la moitié des fonds de mon portefeuille, donc en termes de pourcentage, à un wallet qui est privé. À ce moment-là, on arrête la transaction, on lui montre, on dit est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu es sur le point de faire, là tu es en train d'envoyer 50% à une adresse privée. Et même aujourd'hui, on n'autorise même pas l'envoi de l'adresse avant de pouvoir inscrire qui est la personne, qui est l'individu derrière cette adresse. Donc à chaque fois, vraiment, on essaye de... C'est un peu ce côté, on va dire... éducation, c'est vraiment, on essaie de dire, ok, aujourd'hui, quand vous faites un envoi, un transfert bancaire, vous avez l'identité de la personne à qui vous êtes en train de faire le transfert. On veut la même chose sur la blockchain, parce que ça permet de réduire, comme vous l'avez dit, énormément de pertes gratuites et dommages, quoi. Très bien, merci. Puis une dernière petite question rapide. Dans votre business model, là, vous disiez que vous étiez compatible avec 90% des wallets ou 80% des wallets. Ouais. Vous avez perdu un gros acteur du marché récemment là, qui vient de déposer le bilan. Ouais. Mais est-ce que vous faites un peu de lobbying auprès des plateformes, des principales plateformes de crypto, justement, pour promouvoir votre produit? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec FTX, du coup la situation avec cette plateforme, c'est que c'était un exchange centralisé. Aujourd'hui, on intervient sur on pourrait intervenir sur les exchanges décentralisés, mais jamais sur les exchanges centralisés, parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre dessus. Donc on est vraiment totalement distinct, donc il n'y aura pas de lobby forcément avec ces exchanges. Ce qui ne veut pas dire qu'avec les exchanges décentralisés aujourd'hui, comme Curve ou d'autres qui existent, ce ne serait pas intéressant de mettre en place une solution on va dire soit complémentaire, soit même native pour pouvoir protéger les utilisateurs de ces plateformes. Et aussi, ces derniers jours, il y a eu une perte énorme de confiance des utilisateurs au niveau de ces exchanges-là. Donc, on va plutôt rester sur la décentralisation aujourd'hui. Je vous en prie. Oui, vous disiez que votre plugin était alimenté par une intelligence artificielle. Oui. Quelle base de données vous lui donnez à manger, je dirais? Est-ce que dans le milieu de la crypto, il existe un peu des bases de données d'attaque type, etc. ou c'est avec votre expérience, l'expérience de vos collaborateurs que vous arrivez à faire cet apprentissage? Alors, excellente question. On la récolte de plusieurs manières différentes. Déjà, la blockchain, ce qui est incroyable, c'est que c'est une base de données publique ouverte à tous et tout le monde peut récupérer toute l'information qu'il veut, en fait. Donc, d'une part, en interne, on a des analystes Web3 qui identifient, qui récoltent des transactions sur la blockchain et qui les identifient comme frauduleuses ou non. Ensuite, on a par exemple on récolte énormément de données aussi directement depuis la blockchain et
par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Etherscan, c'est vraiment l'explorateur de la blockchain, de blocs. C'est là où vous pouvez voir vraiment toutes les transactions sur la blockchain. Eux aussi, ils ont leur système de flagging, de labellisation de transactions frauduleuses, mais aussi les marketplaces. Donc, en fait, on agrège vraiment énormément de données de plusieurs marketplaces et de plusieurs supports différents. On a aussi des partenariats assez stratégiques où on fait de l'échange de données justement au niveau de ces transactions. Donc, c'est quand même de l'échange de données anonyme, mais en fait, concrètement, ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit, c'est telle transaction, fraude ou pas. C'est donc des bases de données qu'on s'échange entre partenaires. Et ensuite, on a justement ces règles simples qui viennent couvrir une bonne majorité des cas de phishing. Dans votre définition générale, le cas où vous laissez passer de l'attaque, c'est comment ? Alors, justement, nous, tout ce qu'on fait, c'est avertir. Et même, c'est la seule chose qu'on peut faire, en fait. On ne peut rien faire d'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est bloquer la transaction temporairement. Et dans le pire des cas, l'utilisateur en fait approuve la transaction, même si nous on l'a alerté comme frauduleuse. Et là, à ce moment-là, on peut strictement rien faire. Donc c'est vraiment la responsabilité de l'utilisateur. Dans le cas où on l'a pas alerté, ça reste toujours, on peut rien faire non plus. À ce moment-là, on peut rien faire. Mais aujourd'hui, notre précision, c'est 97%. Donc on couvre 97% des transactions frauduleuses. Et on avertit aussi les utilisateurs que justement, c'est pas 100% qu'on bloque. Ouais, aujourd'hui, dans les CGV, c'est une très bonne question, parce que ça a été un gros enjeu aussi, nous, de ces derniers temps, avec nos avocats. C'est vraiment, c'est quoi notre responsabilité, quoi, et jusqu'à quel point on assume la responsabilité, et même avec des partenaires B2B, c'était OK, on veut bien utiliser votre produit, mais est-ce que vous êtes responsable s'il se passe quelque chose de mal ? Donc, clairement, ça, c'est des enjeux auxquels on est en train de réfléchir au quotidien. Pour l'instant, on peut juste prévenir les utilisateurs que ce n'est pas 100% fiable encore aujourd'hui, et je pense que ça ne le sera sûrement jamais, mais par contre, on essaie au maximum de prévenir la majorité, en tout cas de couvrir la majorité des enjeux et des risques, même si ce n'est pas fiable à 100%. Donc ça, c'est aussi un enjeu de notre part, de pouvoir présenter aux utilisateurs et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas une solution à 100% fiable, même si j'espère que demain, on pourra couvrir quand même une grosse totalité des risques. Mais voilà, bon, merci pour votre question. Tu veux qu'on dise en même temps ? Je pense qu'on a la même réponse. Aujourd'hui, on couvre. Je dis bien aujourd'hui parce que demain, il va y avoir d'autres enjeux. Il va y avoir Meta qui va arriver, pas mal de choses, du coup, des nouveaux enjeux de sécurité. Mais aujourd'hui, on couvre quand même à peu près 80% des scams et des hacks qui sont courants dans le milieu. Donc, ça veut dire, en tout cas, ce qu'on appelle des... je ne vais pas parler de fonctions, mais des set approval for. Donc, il y a pas mal de fonctions qui sont déterminante dans les scams et dans la modélisation, on va dire, des transactions frauduleuses. Et ça, on couvre à peu près 80%. C'est pas un chiffre sorti du chapeau, même si ça aurait pu l'être, mais non, c'est pas un chiffre sorti du chapeau, on a vraiment évalué. Par contre, il y a aussi un pan total de la sécurité aujourd'hui qu'on n'arrive pas qu'on ne touche pas encore parce qu'on est encore en bêta et qu'on a envie de se développer, même si on a envie de le toucher. C'est vraiment tout ce qui est bridge, c'est-à-dire transfert, on va dire transfert entre une blockchain et une autre. Tout ce qui a, tous ces transferts aujourd'hui, on n'intervient pas dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet qui est fondamental pour nous et qui nous permettrait aussi également de couvrir pas mal d'enjeux, en tout cas autour de la finance décentralisée, qui est quand même notre cible aussi aujourd'hui. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous.